Bonjour tout le monde. Dans ce cours, on va aborder les éléments de programmation associés à Maple. Pour ça, on va traiter comment écrire des boucles, comment écrire des tests conditionnels ou des choix conditionnels, et enfin, comment écrire des programmes. D'accord? On va commencer par les boucles. La syntaxe générale d'une boucle, commence par le mot for. Ensuite, il faut un compteur, ça peut être i souvent, mais je vais écrire cpt pour compteur. From, je vais écrire i0 pour l'indice initial. To, i final pour l'indice final. On peut rajouter by qui est un mot optionnel. Il faudra mettre un pas. On va écrire do. On écrit les instructions à effectuer et ensuite on termine la boucle par od ou bien par end do. D'accord? Donc ça c'est la syntaxe si je veux utiliser ma boucle sans test de choix, sans condition logique. Si j'ai envie de rajouter une condition logique, je peux faire while. J'écris ici condition. Le résultat, si j'écris la boucle sous cette forme, c'est qu'on va s'exécuter pour les valeurs du compteur CPT de I0 jusqu'à I fin avec un pas PAS, d'accord, tant qu'une condition logique est spécifiée. On va voir quelques exemples. Je vais écrire une boucle toute basique. Par exemple, je vais écrire for I from 1 to, par exemple, 10, do. On va tout simplement écrire le i factoriel qui sous Maple s'écrit comme ça. Point virgule. Alors, quand j'écris OD, si je termine OD par point virgule, la boucle va s'exécuter et afficher ses résultats. Si je termine OD par deux points, la boucle va s'exécuter et ne pas afficher les résultats. Donc ça n'est pas le point virgule ou le deux points de cette instruction qui va décider, mais le point virgule ou le deux points que je vais placer sur OD. On va voir un exemple. Donc si je place ici un point virgule, je vais faire entrer. Donc voilà, on a 1 factoriel, 2 factoriel, jusqu'à 10 factoriel. Maintenant je vais refaire la même instruction avec deux points. La boucle s'est exécutée, il me donne un nouvel invite de commande, par contre ça n'a pas été affiché. D'accord? Alors, pour vous expliquer que ça ne joue pas de rôle, je vais placer ici deux points et je vais placer ici point virgule. Voilà. Donc le i factoriel s'affiche quand même. D'accord? Si vous voulez rajouter un pas, il suffit d'écrire by. Donc par exemple ici, si j'ai envie de faire que les impairs, pardon, je n'ai pas écrit by quoi, voilà. Donc ici, ça me donnera que les impairs, donc 1 factoriel, 3 factoriel, 5 factoriel, 7 factoriel et 9 factoriel. Remarque importante à propos des boucles, l'indice I0 et l'indice final doivent être de type numérique. Ça veut dire que le logiciel ne va pas vous accepter les constantes mathématiques en tant qu'élément d'une boucle. On va donner un exemple. Par exemple, je vais faire for i from 1 to pi. D'accord? Do. Je vais dire i factoriel, comme tout à l'heure, OD. Alors, il va vous afficher un message d'erreur. Error final value in for loop must be numeric or character. Donc, erreur, la valeur finale dans la boucle do doit être de type numérique ou caractère. Caractère dans le type de programmation que nous faisons dans le cours, nous ne l'utilisons pas. Donc, il faudra que ce soit de type numérique. Donc, si vous voulez pi, ou bien vous forcez l'évaluation numérique de pi, ou bien vous écrivez directement 3,14. Donc, la première option, for i from 1 to, par exemple 3,14, ça c'est le plus facile. Ou bien je peux faire eval, ça veut dire évaluer numériquement la valeur pi. Et là, ma boucle va s'exécuter normalement. Donc i point virgule od
Voilà, ça va me donner 1 factoriel, 2 factoriel et 3 factoriel. Deuxième remarque, quand vous voulez passer à la ligne suivante, quand vous écrivez une boucle do, même plus tard pour les programmes, vous faites Shift Entrée, vous ne faites pas Entrée. Si vous tapez Entrée dans le logiciel Maple, ça provoque la demande de l'exécution de l'ordre. Et donc ça vous donnera un message d'erreur si vous n'avez pas terminé la rédaction de votre code. Donc je fais un exemple, là, for i from 1 to, par exemple, 3, do. J'ai pas terminé, j'ai envie d'écrire dans une nouvelle ligne, mais je fais entrée. Si je fais entrée, il va me dire invalid loop parce que je n'ai pas terminé. Par contre, for i from 1 to 3, do, là je fais shift plus entrée, je repasse à la ligne et j'écris mon code normal. On va voir à présent des exemples sur la condition logique while. Souvent, la condition logique while, dans le cadre des mathématiques, est associée à des méthodes itératives, mais elle peut être associée à beaucoup d'autres situations. Mais l'exemple de base, ça va être une méthode itérative. Ou bien, dans le cas des cours de cette année, ça va être un système dynamique discret sur l'intervalle. On va prendre un exemple. Je vais affecter à x une valeur, par exemple 0,2, et je vais dire while par exemple x inférieur à 1, on va dire do, et je vais écrire une fonction qui pourrait dépasser 1. Je vais faire par exemple x reçoit x plus 0,2. D'accord? C'est pas un très bon exemple, mais ça nous permettra de voir comment ça marche. Alors, 0,2, on va lui ajouter, on va trouver 0,4, 0,6, 0,8 jusqu'à atteindre 1. Comme ça n'est plus inférieur à 1, on va sortir de la boucle. La boucle logique while va vous éviter va vous permettre top. Quand vous écrivez la boucle while, il faut faire attention à ne pas tomber dans ce qu'on appelle une boucle infinie. Ceci peut arriver si jamais vous donnez une condition qui sera toujours satisfaite. Je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure. Je vais dire x égale 0,2, 2 points, et je vais dire while x positif do. Et je vais lui dire x reçoit x plus 0,2. Remarquez bien que de la façon dont j'ai écrit cette boucle, x ne sera jamais négatif ni égal à 0 parce que je vais lui rajouter 0,2 à chaque fois. Et donc cette boucle-là ne va pas s'arrêter. L'analyseur syntaxique du logiciel, c'est-à-dire qu'il va essayer de trouver vos erreurs et tout ça, ne va pas trouver cette erreur-là. Et vous serez obligé d'arrêter les calculs vous-même. Je vais vous montrer comment. Donc je vais faire entrer, voilà, là ça ne s'arrête pas. Va s'afficher ici interrompre l'opération courante et je clique dessus pour arrêter. Là il va vous dire warning computation interrupted. Souvent le temps de cliquer, on aura amassé une grande quantité de calculs. Vous devez faire attention en matière de programmation à ce que la condition logique que vous donnez à votre boucle sera satisfaite à un moment donné pour éviter ce genre de situation. On va voir à présent les instructions conditionnelles ou bien les tests de choix. Les tests de choix sous Maple commencent par le mot-clé if. Ensuite, nous tapons notre condition logique. Je vais la noter condition 1. Ensuite, then, on dit qu'est-ce qu'il doit faire si la condition 1 est vérifiée. Si on a plusieurs conditions et plusieurs instructions, on fait elif. Alors, elif, c'est la contraction de else et de if. On met par exemple condition 2, then, instruction 2. Une fois que vous avez terminé tous vos tests, toutes vos conditions logiques, on a besoin de else qui est la condition qui sera valide si toutes les conditions que vous avez énumérées avant sont fausses, et vous mettez une instruction pour else. Vous n'êtes pas obligé, si vous n'avez pas d'instruction à mettre, vous mettez rien, donc vous les laissez vides. Et le test
conditionnel se termine par le mot-clé phi qui est l'inversion de if. Donc on commence par if et on termine par phi. On va voir quelques exemples. Je vais par exemple affecter à x la valeur 2. Je fais Shift Entrée. Ensuite, j'écris le test conditionnel suivant. Donc, if, par exemple, x inférieur à 2, then, alors je ferme ma parenthèse, if x inférieur à 2, then x au carré, else, par exemple, je vais dire moins x au carré. D'accord? Et ensuite, je fais phi, donc je termine mon test logique. Là, on va faire... Donc, le logiciel nous affiche moins 4. Donc, si vous regardez bien, x n'est pas strictement inférieur à 2. Donc, il va prendre la deuxième condition, qui est moins x carré. Ça nous donnera par conséquent moins 4. Quand vous allez effectuer des tests logiques, surtout quand il s'agit d'inégalités mathématiques, il faut faire attention au fait que votre constante soit de type numérique. Donc là également, si vous faites x strictement inférieur ou supérieur et que le terme par rapport auquel vous faites référence n'est pas de type numérique, le test d'égalité va échouer d'un point de vue logique. Donc exemple, on va toujours faire avec pi. Je vais réécrire les mêmes instructions que tout à l'heure, sauf que dans if x inférieur strictement à 2, on va faire x inférieur strictement à pi. Donc then x carré else moins x carré. Je termine mon test de choix et je fais rentrer et là il m'affiche directement un message d'erreur. Donc les messages d'erreur, qu'est-ce qu'il dit? Error cannot determine if this expression is true or false. En fait, le logiciel ne peut pas savoir si 2 est inférieur à pi parce que pi est une constante mathématique du point de vue du logiciel et que pour comparer pour le test d'inégalité ou d'égalité réussisse, vous devez avoir les deux membres en fait qui sont de type numérique. D'accord? Donc là, même astuce, si j'ai envie de comparer quand même à pi, ou bien je fais 3,14, ou bien je fais evalve pi. Donc là, je vais copier ces instructions, je vais recommencer avec, au lieu de pi, evalve pi. Et comme evalve pi va être en mode flottant, donc de type numérique, le test va réussir. Voilà, ça me donne 4 parce que 2 est inférieur à 3,14. Donc ça va me donner... Dernier élément de ce cours sur la programmation, ça va être la syntaxe des procédures Maple ou bien la syntaxe des programmes. Pour écrire un programme sous Maple, le programme doit avoir un nom. Donc vous allez donner un nom à votre programme ou à votre procédure. Ensuite, vous allez dire deux points égales. Il y a le mot-clé proc, c'est pour procedure. Ensuite, vous ouvrez une parenthèse, vous fermez une parenthèse et ça va être les paramètres de votre procédure ou bien les arguments de votre procédure. Donc ça peut être un, ça peut être plusieurs, c'est à vous de décider, ça dépend de votre programme. Donc là, ça va être une suite, donc type de données suite, des arguments de votre procédure. D'accord? Ensuite, Shift Entrée, il ne faut pas faire entrer dans un programme tant que vous ne l'avez pas terminé jusqu'à sa fin. Donc il faut faire Shift Entrée si vous voulez l'écrire de manière lisible. Donc Shift Entrée, vous déclarez les variables locales. Alors qu'est-ce que c'est les variables locales? C'est toutes les variables qui ne sont pas des arguments mais que vous utilisez quand même à l'intérieur de votre programme. Exemple classique, si vous écrivez une boucle do, vous avez l'indice i qui n'est pas un paramètre de votre procédure mais que vous allez quand même utiliser. Donc ici vous allez le déclarer comme variable locale. Si vous oubliez ça, ça n'est pas trop méchant, le logiciel va le déclarer à votre place. Par contre, il faut savoir une chose, c'est que le logiciel, en déclarant certaines variables que vous avez oubliées à votre place, les variables locales, quand on sort du programme, sont effacées. C'est juste ça, vous risquez en fait de perdre certaines données. Mais sinon, si vous faites juste des oublis, le logiciel déclarera les variables locales. Ça n'est pas une erreur qui fera arrêter la compilation du programme. Donc, suite de variables locales, vous les écrivez ici. Ensuite, vous écrivez vos instructions. D'accord? Et enfin, ça se termine par end. Donc si vous terminez end 2 points, le logiciel va créer votre procédure
mais ne va rien vous afficher. Si vous terminez end avec point virgule, le logiciel va afficher le texte de votre procédure. On va écrire un premier programme comme exemple. On va écrire par exemple le programme qui calcule le factoriel de n. Donc je vais l'appeler par exemple fact n. Il faut toujours faire attention à ce que le nom de votre programme n'existe pas déjà dans la procédure de Maple. Donc procédure, et on a besoin juste de n. Donc local, quand on écrit un programme, on remplit ça à la fin, ça veut dire on écrit son programme et ensuite on détecte les noms de variables locales et on les remplit à la fin. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler par exemple, je vais utiliser un nom pour initialiser, fact par exemple, et je vais lui affecter 1. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire for i from 1 to n do. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire fact reçoit fact étoile i. Je ferme ma boucle, je termine mon programme. Avant de faire entrer ici, j'ai déclaré fact comme variable locale et j'ai déclaré i comme variable locale. Donc ces deux variables que j'ai utilisées dans mon programme, je dois les déclarer comme variable locale. Petite remarque, fact n, ce nom-là, c'est le nom de votre procédure, vous ne pouvez pas l'utiliser comme variable locale à l'intérieur. Deuxième remarque, vous n'avez pas le droit d'utiliser un argument comme variable locale. D'accord? Donc, un argument sera un argument, vous ne pourrez pas le déclarer comme variable locale. On fera des tests tout à l'heure pour voir les messages d'erreur qui apparaissent. Alors, je fais entrer. Alors, je viens de faire une invalid to part, donc from for i from 1 to, alors j'ai oublié n. Très bien. Là, le logiciel m'a donné une espèce de résumé de mon programme. Je peux le tester. On va faire ensemble fact n, par exemple, de 50. Juste pour comparer 50 factoriel, on va demander au logiciel. Voilà, c'est le même chiffre. Très bien. Maintenant, l'idée, c'est de créer des erreurs dans ce programme-là, tout type d'erreur, et de regarder qu'est-ce qui se passe. Donc, première chose, erreur qui n'est pas grave, si j'oublie un nom de variable locale. Donc là, j'ai enlevé le i, je vais faire entrer. Qu'est-ce qui se passe? Le logiciel me donne un avertissement, il est écrit en bleu, ça veut dire que ça n'est pas grave. Donc warning, i, entre guillemets, is implicitly declared local to procedure fact n. Le logiciel donc vous avertit que i, lui, l'a déclaré comme variable locale. En faisant ça, vous le déclarez implicitement comme variable locale. Donc ça, c'est pas une erreur. Deuxième remarque, on va essayer de changer la valeur de n à l'intérieur du programme. Donc je vais venir ici, je vais rajouter une ligne où j'affecte à n, par exemple 10. Ok? Et on va essayer de voir ce qui se passe. Donc là, je vais faire entrer. Alors, pour la syntaxe, le logiciel ne détecte rien. Mais si je fais entrer ici, il nous dit error in fact n, illegal use of a formal parameter. Il faut essayer de se souvenir de ce message d'erreur. Donc souvent ce message d'erreur va apparaître quand vous essayez de modifier quelque chose où vous n'avez pas le droit. Donc ici n, c'est un argument de la procédure, j'ai pas le droit de le modifier, donc je vais recevoir ce message d'erreur là. Donc ici quand je tape n reçoit 10, j'ai le message d'erreur qui apparaît. On n'a pas le droit de modifier donc les arguments de la procédure à l'intérieur de la procédure. Donc ça je vais l'enlever. Si je le remets, donc ça va se passer normalement. On peut écrire une procédure avec ce qu'on appelle des arguments en liste ouverte. L'idée c'est la suivante, dans certaines situations de programmation, vous ne pouvez pas déterminer d'avance les paramètres de votre procédure, et donc en fait on peut écrire la procédure avec une liste ouverte, et ensuite on pourra récupérer les éléments de la liste entrée par l'utilisateur. L'idée c'est comme ça. Donc j'ai le droit par exemple de faire, alors, je vais ouvrir un texte, je peux écrire nom programme, reçoit procédure 2, et ensuite je n'écris rien ici. Et cette parenthèse là signifie que l'utilisateur va entrer les arguments et qu'ensuite on va récupérer ces arguments dans l'ordre. Pour récupérer les arguments vont s'appeler args, pour arguments tout simplement,
Et quand vous voudrez récupérer le premier, vous ferez entre crochets, donc 1, 2, 3, etc. Donc args de i signifie l'argument numéro i de la suite qu'a entré l'utilisateur. Si vous voulez que le logiciel vous donne le nombre d'arguments, il suffit de faire nargs, number of arguments, et ce mot-clé nous permet de récupérer le nombre d'arguments. On va donner un exemple. Une situation classique où on veut entrer des éléments sans connaître d'avance leur nom, c'est la situation des polynômes. Donc, si j'écris un programme qui va manipuler un polynôme, qu'est-ce que je vais faire? Je ne connais pas d'avance le degré du polynôme et donc je ne peux pas déterminer les paramètres de ma procédure. Donc là, on va écrire par exemple un polynôme qui fait, je ne sais pas, l'intégrale, une procédure qui fait l'intégrale d'un polynôme. Et on va dire intégrale poly, deux points égal, donc on a dit procédure de, et je laisse en liste ouverte. Alors, je vais remplir la liste de variables locales tout à l'heure. On va dire que là, on a entré premier élément, deuxième élément, etc. jusqu'au nème élément pour un polynôme de degré n-1. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie, d'abord je vais créer le polynôme en interne et ensuite je vais demander au logiciel de calculer son intégrale. Donc là, pour créer le polynôme, qu'est-ce que je fais? Je vais dire p reçoit 0. Et ensuite, je vais ouvrir une boucle for i from 1 to. Alors regardez bien, ça se termine avec nargs. Pourquoi ça se termine avec nargs? Parce que ça se terminera avec le nombre d'éléments que j'ai entrés dans ma procédure. Et je vais faire do. Qu'est-ce que je vais faire? P reçoit P plus args de i étoile x à la puissance i moins 1. Ok, je ferme ma boucle OD. Là, j'aurais créé mon polynôme P. Alors, normalement, c'est clair. Le premier argument, ça va être une constante. Donc, c'est pour ça que je multiplie fois x à la puissance moins 1. Donc, maintenant, je vais demander l'intégrale de mon polynôme. Je vais juste faire intp, x. Alors, j'ai oublié d'écrire end. Voilà, il va me faire l'erreur. J'écris end. Ok. Alors, j'ai oublié de déclarer le i, donc là il me le rappelle. Je ferai bien de mettre la déclaration. P aussi. Ok. Maintenant, on va faire un test. Je vais dire int poly. 2, et je vais donner par exemple le coefficient x carré plus 2x plus 1. Donc pour dire x carré plus 2x plus 1, je vais donner 1, 2 et 1. Voilà, en fait, le résultat, ça va être 1 tiers x au cube plus x carré plus x, qui est l'intégrale de x carré plus... enfin, 1 plus 2x plus x carré. Voilà, je vais y arriver. Et ça nous donne en fait un exemple d'utilisation d'une liste des arguments en liste